Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les parlementaires nationaux et européens, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse que nous clôturions cette journée de débat par un sujet résolument européen et qui me tient particulièrement à cœur, le tourisme durable. Le secteur du tourisme est en pleine mutation à double titre. Le tourisme peut tout d'abord être vecteur d'incidences significatives pour l'environnement, avec la surconsommation de ressources naturelles, la pollution de l'air, des eaux et des sols, et même le sentiment de certains de nos concitoyens d'être dépossédés de leur lieu de vie. Nous devons prendre conscience que l'augmentation continue du rythme des voyageurs est autodestructrice pour les acteurs du secteur, puisque la qualité de l'environnement est précisément l'un des facteurs de l'essor du tourisme. Le secteur du tourisme est ensuite en pleine mutation avec la crise sanitaire, qui a réduit drastiquement les possibilités de traverser les frontières ou de changer de continent. Les arrivées des touristes internationaux étaient, comme je l'ai dit ce matin, encore inférieures en 2021 de 72% à celles de 2019. Nous sommes ainsi au cœur d'un momentum européen qui peut être une occasion unique de mettre en valeur nos terroirs, nos campagnes, notre ruralité, nos trésors de proximité. La question qui nous est soumise est simple. Comment pouvons-nous profiter de la sortie de la crise sanitaire pour promouvoir un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux? Je suis intimement convaincue que le tourisme durable de demain passe par la revalorisation de l'échelon local et notre Union peut donner une impulsion. Je pense notamment à la promotion d'un label européen sur le tourisme durable pour favoriser la mise en valeur des parcs régionaux, entre autres. Je pense aussi à la capacité de l'Union européenne à soutenir le développement des transports. Je songe notamment au renforcement de l'intermodalité entre le transport ferroviaire et les autres types de déplacements doux, dans l'objectif d'une mise en réseau toujours plus forte de tous les territoires à intérêt patrimonial. Je suis impatiente d'entendre vos échanges sur tous ces sujets et je donne sans plus attendre la parole à Monsieur le Président Longeot. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les parlementaires nationaux et européens, Mesdames, Messieurs. Comme l'ensemble des secteurs économiques, le tourisme devrait connaître des mutations profondes du fait de l'indispensable transition environnementale du continent. Cette transition constitue un défi de taille, la chaîne de valeur des activités touristiques représentant aujourd'hui environ 10% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Dans certains pays, comme la Croatie ou la Grèce, cette part peut même monter à 20% de la richesse nationale. Les mutations que connaîtra le tourisme sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, la nécessité de la baisse significative de nos émissions de gaz à effet de serre implique de repenser nos mobilités, par conséquent, notre rapport à l'espace et au temps. Redécouverte par les Européens des richesses naturelles et patrimoniales à proximité plus immédiate de leur lieu de vie, renforcement du train, développement des modes de transport plus doux, toutes ces tendances souhaitables si nous voulons réduire les émissions associées au transport, qui auront des implications majeures sur la structuration et l'organisation de la filière touristique qui doit repenser son modèle pour prendre le virage de la durabilité. Par ailleurs, nos milieux naturels et notre biodiversité exceptionnelle sont des sources d'émerveillement qui attirent les visiteurs européens et internationaux. Autrement dit, le tourisme s'appuie aujourd'hui sur les ressources naturelles qu'il peut pourtant contribuer à appauvrir, voire détériorer durablement. Inventer un nouveau tourisme qui n'entre pas en opposition avec l'environnement, mais permet sa connaissance et son respect, est à la fois une urgence environnementale, mais également une urgence économique. Pour mieux préserver ce patrimoine naturel inestimable, des initiatives souvent locales émergent. Lutte contre l'hyperfréquentation des sites par des restrictions d'accès, des marketing visant à décourager les visiteurs pour limiter l'afflux de tourisme, aménagement de sentiers de découverte respectueux de la faune, respectueux de la flore. La protection de la biodiversité requiert également le développement d'aires protégées et d'aires de protection fortes, autant de lieux où l'impact du passage humain devra être amoindri. Une problématique se dessine donc en creux
Une valorisation des services rendus par la nature pourrait être à inventer en remplacement, au moins partiel, des revenus touristiques. Je me réjouis donc de pouvoir participer à cette séance passionnante. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons entendre maintenant les interventions de nos invités. Je veux les remercier tout d'abord très chaleureusement pour leur présence dans cette conférence décentralisée. Nous pouvons commencer par écouter le point de vue de l'Organisation mondiale du tourisme, représentée par sa directrice Europe, Madame Alessandra Priante. Je sais combien les défis d'un tourisme durable, respectueux de l'environnement, compatible avec la sauvegarde des sites et respectant nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique, revêtent pour elle et pour l'OMT une importance décisive. En raison d'engagements de dernière minute, Madame Priante participera à distance à nos échanges. Vous avez la parole, chère Madame. Excuse me. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Je me demandais si vous souhaitiez que je m'exprime en français ou en anglais. Tout le monde était d'accord pour dire que je puisse m'exprimer en anglais. C'est un véritable plaisir et honneur pour moi d'être présent parmi vous. J'ai participé également à une réunion similaire l'année dernière. Je pense qu'il est extrêmement important que votre Sénat et votre Assemblée nationale français puissent travailler donc de pair avec les députés européens sur ces questions de tourisme durable. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, la guerre fait rage, la durabilité prend un tout autre sens, puisque la survie même du secteur du tourisme en dépend. Nous sommes un secteur qui est censé apporter de l'espoir au peuple. Et donc, nous devons conserver cet espoir. Et je suis ravi aussi donc, de voir que de nombreuses personnes sont présentes ici, notamment l'ancien ministre grec du tourisme. Et je suis effectivement ravi de voir que vous êtes présents parmi nous. Lorsque nous avons été touchés par la COVID-19 et que tout s'est arrêté, eh bien, vous avez travaillé sur un plan de relance et je tiens à remercier chacun d'entre vous. Et je tiens à rappeler que la Grèce a été l'un des premiers pays à proposer l'utilisation du passeport numérique vaccinal. Et donc, grâce effectivement à cette pandémie, eh bien, nous avons travaillé ensemble de manière coordonnée et je pense que nous avons pu montrer l'exemple au reste du monde. En ce qui concerne donc la situation actuelle avec l'Ukraine, nous étions à Dijon il y a quelques jours pour le sommet sur le tourisme et nous avions été invités par la présidence française. On a pu voir à cette occasion également que l'Europe restait unie. Et donc nous devons continuer à œuvrer pour cette unité et que chacun comprenne l'importance de cette unité et qu'elle soit mise en œuvre à tous les niveaux. Nous devons continuer à travailler à des protocoles harmonisés. Nous devons continuer à travailler sur des plans de relance au niveau national et cela comprend également le tourisme. Et le tourisme doit être représenté également au sein des institutions européennes, que ce soit pour donc représenté par un commissaire ou par le biais d'institutions spécifiques. Le tourisme doit devenir effectivement un composant essentiel, comme c'est le cas dans de nombreux États. Il existe de nombreuses manières de faire face donc aux difficultés que nous rencontrons. Pendant les années de la pandémie, nous avons pu expérimenter donc une chute des départs de 86%, ce qui veut dire que le secteur du tourisme est à l'arrêt, des PME ont malheureusement fait faillite, l'ensemble du secteur est aux abois.
Nous sommes en train de récupérer actuellement. Nous avons eu effectivement quelques réouvertures pendant l'été. Nous avons pu mettre en place des politiques coordonnées, notamment au niveau des frontières, ce qui nous a permis de récupérer quelque peu. Et donc, de manière générale, nous sommes en train de récupérer des données qui montrent que nous en sommes maintenant à 68%. Donc, on a récupéré quasiment 25%. Mais ce qui est intéressant ici, et je pense que c'est peut-être le point le plus important, que nous devons souligner. Même si effectivement on voit qu'il y a des destinations qui ont réouvert en 2020 ou 2021 essentiellement, on a pu voir qu'il y a une corrélation mathématique entre les destinations qui ont choisi la durabilité comme élément central de leur politique de tourisme. Ce sont celles, effectivement, qui ont pu ouvrir de manière la plus organique et la plus holistique, et qui a nécessité donc plus de coopération entre les différentes administrations. Et on voit qu'il y a eu un alignement des politiques et cela a pu vraiment aider ces pays. Donc la durabilité dans le secteur du tourisme n'est plus un choix, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui doit exister à l'échelle pratique et ce, dans toutes les politiques au niveau local, régional, suprarégional et national et international. La durabilité a trois piliers: économique, social et culturel et environnemental. Doit être un élément structurant de nos vies en tant que citoyens, en tant que touristes et en tant que décideurs et représentants d'institutions. Nous, donc, à l'Organisation mondiale du tourisme, la problématique la plus importante, c'est effectivement la question de la durabilité. Bien sûr, nous avons dû faire face à la pandémie et la guerre. Mais nous avons signé donc la déclaration de Glasgow dans le cadre de la COP 26. C'est une déclaration qui vise à s'engager au niveau donc des destinations, au niveau des pays, au niveau du secteur privé, à s'attaquer justement à cette question de neutralité carbone et à comprendre quel est l'impact du secteur du tourisme sur les activités touristiques. Par ailleurs, il existe plusieurs initiatives, l'initiative plastique, l'initiative One Planet, par exemple, auxquelles nous souscrivons également, car nous pensons qu'il est essentiel d'avoir un cadre réglementaire qui définisse des objectifs clairs et atteignables et qui doivent concerner à la fois le secteur public et le secteur privé. Et j'aimerais donc terminer en rappelant à tout un chacun que nous faisons tous face aux ODD. Ce sont des objectifs extrêmement importants que nous ne pouvons pas négliger. Et parmi ces objectifs se trouve la parité, l'égalité homme-femme. Or, les femmes jouent un rôle essentiel dans le secteur du tourisme et c'est quelque chose que nous devons vraiment placer au centre de nos politiques de relance. Deuxième point, l'innovation et l'éducation. Là aussi, ce sont vraiment des outils qui nous permettent d'autonomiser les jeunes générations par le biais du tourisme. Et troisièmement, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé. C'est là le point clé et c'est ainsi que nous allons pouvoir avancer. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli et je tiens à bien sûr, vous saluer au nom donc de mon secrétaire général qui actuellement est en déplacement et ne pouvait malheureusement pas prendre la parole directement. Merci beaucoup et nous sommes donc nous restons à votre disposition. Je vous remercie et bons travaux. Pour ce panorama très éclairant. Merci. L'autre acteur mondial dont les préoccupations sont au centre de ces travaux est naturellement l'UNESCO. Sa présidente, Madame Audrey Azoulay, m'a chargée de vous présenter ses excuses, mais des contraintes incontournables d'agenda ne lui ont pas permis de se joindre à nous. Elle a donc demandé à Monsieur Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, de nous transmettre un message vidéo que nous entendons maintenant. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous avant que vous ne preniez part au débat sur
le futur du tourisme durable dans l'Union européenne. Je me réjouis de cette initiative qui alimentera une réflexion plus globale sur les enjeux économiques et environnementaux liés au tourisme. En cette période de la pandémie de Covid-19, il était en effet opportun de repenser et de poser les fondations qui orienteront nos stratégies pour modeler le tourisme de demain, qui ne saurait être envisagé autrement qu'en adoptant une approche durable. Comme vous le savez, avant la crise de la Covid-19, le tourisme était un secteur économique important pour l'Union européenne. L'Europe étant la destination touristique la plus visitée au monde. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées internationales vers l'Europe ont baissé de 70% en 2020, avec une légère amélioration de 4% en 2021, ce qui reste bien en deçà de la situation avant crise. En plus des conséquences sur les économies nationales, cette crise a frappé de plein fouet les pans les plus vulnérables de la société, et je pense tout particulièrement aux communautés locales qui ont subi des impacts sans précédent. Par ailleurs, cette pandémie a également mis en évidence les liens fondamentaux entre la culture, le patrimoine et le tourisme, et l'interdépendance de leur relance. Malgré les défis posés par la crise, les acteurs du tourisme et du patrimoine s'accordent de plus en plus à dire que cette pause mondiale dans les voyages peut et doit être un tournant vers une approche plus équilibrée, inclusive et durable. C'est pourquoi l'UNESCO s'emploie à mettre le tourisme au service de la culture et des communautés et faire en sorte qu'il offre les moyens de préserver et sauvegarder le patrimoine culturel, naturel et immatériel, tout en préservant la planète en adéquation avec les objectifs de développement durable. L'UNESCO, par le biais de son programme du patrimoine mondial et du tourisme durable, fournit aux acteurs du tourisme une plateforme mondiale pour promouvoir la culture, la conservation et le tourisme durable, afin de soutenir les communautés sur les sites du patrimoine mondial. En collaboration avec des partenaires clés des secteurs publics et privés, l'UNESCO développe des outils et des stratégies de gestion des visiteurs afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et de promouvoir la conservation des sites. Alors que les secteurs du voyage et du patrimoine commencent à se remettre de l'impact dévastateur de la crise de Covid-19, le consensus émergent parmi les décideurs politiques et l'industrie du tourisme est qu'un retour aux habitudes passées est peu probable et indésirable. Les autorités de gestion du tourisme et du patrimoine devront donc travailler ensemble et tirer les leçons de la crise de la Covid-19 pour construire des communautés plus fortes et plus résilientes en plaçant la culture et le patrimoine au cœur du secteur touristique mondial. Le développement des capacités pour améliorer les systèmes de gestion, le développement de nouveaux produits et l'interprétation sera essentiel. Quelques exemples de nos actions. L'UNESCO et le groupe Expedia encouragent les sociétés hôtelières à s'engager dans des actions concrètes, transparentes et réalisables par le biais de l'engagement de l'UNESCO en faveur du voyage durable, en anglais de UNESCO Sustainable Travel Pledge. Les hôtels participants soutiennent la réduction et l'élimination du plastique à usage unique et des déchets, la conservation de l'énergie et de l'eau, et encouragent l'engagement durable des communautés. Depuis son lancement en Thaïlande, l'engagement de l'UNESCO s'est étendu mondialement
et près de 10 000 hôtels ont pris des engagements. De grandes entreprises européennes telles que Accor, Melia et Iberostar Hotels ont toutes signé l'engagement. L'UNESCO et le groupe Expedia vont également soutenir l'écolabel européen en offrant aux hébergements touristiques certifiés existants le statut de signataire de l'engagement de l'UNESCO afin de catalyser l'action sur le terrain pour réduire les plastiques à usage unique et soutenir la culture et les communautés locales en Thaïlande. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement soutient l'expansion de l'engagement de l'UNESCO en faveur du voyage durable dans 7 pays en apportant un soutien pour faire face à certains des impacts socio-économiques immédiats du Covid-19 sur le tourisme et le patrimoine. Le projet vise à accélérer une reprise inclusive et durable tout en renforçant la protection du niveau de vie des communautés locales. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement allemand pour assurer une reprise solide et résiliente du secteur du tourisme. Enfin, notre plateforme Route du patrimoine mondial, soutenue par l'Union européenne, présente 34 sites européens inscrits au patrimoine mondial et encourage les voyageurs à voyager différemment et à approfondir leur expérience en découvrant la culture et le patrimoine locaux des régions grâce à 4 itinéraires culturels thématiques: l'Europe royale, l'Europe antique, l'Europe souterraine et l'Europe romantique. Mesdames et messieurs, l'impact de la crise de la Covid-19 sur le tourisme culturel ici en Europe a été sans précédent. Pour nous préparer à un redémarrage solide et réussi du tourisme, nous devons élargir l'engagement des communautés dans la manière dont le tourisme est géré et développé. Je suis heureux que ce débat ait lieu dans le Val-de-Loire. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2000, le Val-de-Loire est un point de rencontre entre les prouesses architecturales, les interactions humaines et la culture depuis de nombreux siècles et travaille aujourd'hui activement à la protection de ce patrimoine tout en promouvant son avenir dynamique. Vous pouvez compter sur le soutien de l'UNESCO pour poursuivre son partenariat avec l'Union européenne dans l'élaboration d'une approche du tourisme durable tout en renforçant les communautés locales. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous et à toutes des discussions très fructueuses. Merci. La tâche de rendre le tourisme durable, c'est-à-dire compatible avec la survie de notre planète, et par là même changer nos habitudes touristiques en s'éloignant des transports et des visites de masse pour privilégier des solutions plus innovantes et plus respectueuses de l'environnement, concerne au premier chef ceux qui, chaque jour, ont pour métier d'accueillir les touristes. C'est pourquoi je me réjouis que nous puissions entendre la voix d'un acteur important dans ce secteur stratégique, M. Alexandre Dessaigne-Barrière, vice-président chargé de la stratégie et développement du groupe Barrière. Je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers élus, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur un sujet qui me tient à cœur, celui du tourisme et de l'environnement. Ce sont 2 éléments indissociables. D'un côté, le voyage, la découverte, le mouvement. De l'autre, l'environnement, dont dépend toute l'activité touristique et tout simplement notre avenir et la planète. Nous le savons tous, les écosystèmes touristiques sont parmi les plus vulnérables face au changement climatique. Diminution de l'enneigement, pénurie d'eau ou encore érosion du littoral sont autant de phénomènes qui menacent les destinations dont dépendent des millions d'emplois et des millions de vies. Ces dernières années, l'image du tourisme s'est quelque peu ternie. On a vu arriver le surtourisme, la pollution, la dégradation des sites.
je crois que nous avons tous collectivement pris conscience que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'allait plus dans la façon dont le tourisme s'opérait. Et puis, la crise sanitaire nous a fait progresser dans cette prise de conscience d'un certain nombre d'évidences que l'homme, dans son hubris, qui le caractérise si bien en cette époque, avait oublié. Cette crise aura, je l'espère, eu le mérite de nous faire prendre conscience de nos propres limites. Nous qui nous prenons si souvent pour Dieu, à jouer avec la nature, à chercher à la modifier selon notre bon vouloir, à prétendre en repousser les limites. Mais non, la nature reprendra toujours ses droits, tôt ou tard. Nous devons apprendre à cohabiter avec la Terre, à vivre avec elle, et non à chercher à l'altérer selon nos propres plaisirs. En 2002, le président Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était il y a 20 ans. Et les faits semblent prouver que nous n'avons toujours pas saisi l'importance de ces mots. Notre maison brûle et c'est nous qui avons allumé ce feu. Il est plus que temps de réagir avec des mesures fortes. L'industrie du tourisme doit prendre ses responsabilités et participer aux efforts pour éteindre cet incendie. Nous devons nous remettre en question. Le groupe Barrière, que j'ai l'honneur de représenter devant vous aujourd'hui, est un groupe français, familial, qui fête cette année ses 110 ans et accélère son développement à l'international. Aujourd'hui, ce sont 7000 femmes et hommes engagés au quotidien pour faire vivre des expériences mémorables à nos clients. Ce sont 19 palaces historiques et emblématiques, principalement établis dans des régions françaises dont ils ont contribué au développement du tourisme au cours du XXe siècle. Des palaces ayant accueilli des personnalités allant de Winston Churchill au Shah d'Iran, en passant par Barack Obama. Plus de 140 restaurants et bars, servant plus de 2 millions de repas par an, dont le Fouquet's sur les Champs-Élysées, brasserie française mythique, aux plus de 120 ans d'histoire. 33 casinos, dont 28 en France, générant en moyenne environ 500 millions de recettes fiscales pour l'État et les collectivités territoriales. Et également des développements internationaux dans des lieux prestigieux, tels que la brasserie Fouquet's au sein du Louvre à Abu Dhabi. Ainsi, il va de soi que la réflexion sur nos métiers et leur transition vers un modèle plus respectueux de l'environnement est un vrai défi, un véritable enjeu pour un groupe tel que le nôtre, un groupe familial, pionnier du tourisme, avec une vision long terme. Ma sœur Joy et moi sommes la 4e génération de ce groupe familial, et notre seule ambition est de transmettre ce qui nous a été confié à la 5e génération. Si l'écosystème environnemental est bouleversé, c'est évidemment tout notre métier qui le sera aussi, dans des proportions dramatiques. Mais au-delà de ces considérations, c'est aussi et surtout en tant que citoyens et entreprises responsables que nous devons prendre notre juste part pour préserver notre environnement. Évidemment, nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions. Nous avons cartographié les domaines d'intervention, construit des plans d'action avec les équipes locales et noué des partenariats forts avec plusieurs associations. Les établissements barrières ont été certifiés ISO 14001 de 2011 à 2015. Puis, nous avons décidé d'évoluer vers une démarche plus globale de la responsabilité sociétale de l'entreprise en nous basant sur la norme ISO 26000. Nous avons aussi formalisé notre politique RSE dans une feuille de route concrète autour de 5 piliers que sont nos collaborateurs, notre gouvernance, les collectivités, l'environnement et nos clients. Mais nos actions, il faut bien l'admettre avec l'humilité nécessaire, ne sont pas encore à la hauteur de l'enjeu ni à la hauteur de l'urgence. Et ce n'est pas à la hauteur d'une marque patrimoniale comme Barrière, ce n'est pas à la hauteur du nom de ma mère. Nous nous devons de faire plus et plus vite. Il en va de notre responsabilité, de notre devoir en tant que citoyens. Notre question, c'est de savoir comment faire un rêve durable, comment proposer un plaisir durable en étant français, en étant un outil de rayonnement pour la destination France, en rapprochant les gens de nos produits, de nos terroirs, en tenant compte de l'impact de la mobilité. La question que nous pouvons aussi nous poser, c'est de savoir si le tourisme, le divertissement, les loisirs sont indispensables. Doit-on considérer que cela relève du futile et alors nous restreindre à l'essentiel et au nécessaire pour sauver notre planète? Je crois qu'il ne faut pas oublier la dimension exceptionnelle du tourisme. Exceptionnelle et nécessaire. Voyager, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, tout cela n'a rien de futile. Cela enrichit chacune et chacun d'entre nous. Cela fait de nous des êtres meilleurs. Mark Twain disait bien que voyager est fatal aux préjugés.
à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit. Quant à Émile Zola, il expliquait que rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Il nous faut trouver un accord de méthode pour faire émerger le tourisme de demain, pour que nos enfants aient la même chance que nous avons eue. Nous devons nous préoccuper du comment et pas seulement du quoi pour réaliser cette transition écologique, pour promouvoir l'art de faire et l'art de vivre responsable. Le sujet de la durabilité, c'est aussi évidemment l'animation locale. Il faut proposer et accompagner des évolutions tenant compte des spécificités de chaque région en lien avec les organismes de terrain. Pouvoirs publics et entreprises du tourisme doivent travailler ensemble pour permettre des actions encore plus fortes, encore plus protectrices de l'environnement et de celles et ceux qui font vivre nos terroirs. Ces terroirs et leurs produits qui font notre fierté et que le monde nous envie. Il faut responsabiliser, encourager et, si nécessaire, contraindre les entreprises du tourisme, dont je suis un représentant, à faire plus. Nous avons suffisamment parlé. Il est temps d'agir. Nous avons donc ces choix devant nous, je dirais même ces obligations. Ces obligations envers nos enfants, nos petits-enfants. Nous sommes à la croisée des chemins. La semaine dernière, l'Antarctique a enregistré des températures plus de 30 degrés au-dessus de la normale. C'est maintenant ou jamais que nous devons être grands, être courageux, pour prendre les décisions qui s'imposent, sous peine de bientôt nous regarder les yeux dans les yeux en disant ces quelques mots sublimes de Paul Valéry. Le problème de notre temps, c'est que le futur n'est plus ce qu'il a été. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Il est rassurant de constater combien les acteurs mondiaux du tourisme prennent chaque jour davantage conscience d'un défi redoutable à relever, mais pour lequel de nombreuses solutions émergent et nous les avons entendues. Nous concluons cet échange avec M. Jean-Marie Perrier, président de l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, qui précisément milite chaque jour pour cette nouvelle vision, cette révolution copernicienne du tourisme durable. Je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les présidents de commission, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer aujourd'hui en tant que président de l'Association pour un tourisme équitable et solidaire, que l'on connaît plus particulièrement dans son abréviation qui est l'ATES. Alors, je dois vous signaler par ailleurs que je suis un paysan, un agriculteur, qui élève des vaches en agriculture biologique et nous accueillons des touristes sur notre ferme depuis plus de 30 ans. Alors, le tourisme équitable et solidaire regroupe des formes de tourisme qui mettent au centre du voyage l'humain et la rencontre avec les cultures, et qui s'inscrivent dans une logique de développement harmonieux et respectueux des territoires d'accueil dans le cadre d'un partenariat équilibré avec les habitants. Le tourisme équitable applique les principes du commerce équitable au tourisme, à savoir les formes de tourisme conçues tout d'abord dans un partenariat juste et équilibré avec les acteurs du territoire, qui favorise ainsi la rencontre et l'échange entre les touristes et les habitants, valorise les activités et les modes de vie locaux, tout en minimisant les nuisances occasionnées, mais aussi de manière à maximiser l'impact sur l'économie locale des territoires d'accueil, dans le respect de leurs équilibres économiques, sociaux et environnementaux. Ces principes du tourisme équitable peuvent s'appliquer à toutes les formes d'activités touristiques. Hébergement, organisation d'événements, lieux de loisirs et de visites, mobilité, mais aussi concernant l'alimentation et l'alimentation de qualité, favorisant les circuits courts tout en réduisant l'impact carbone. Au-delà des nécessaires enjeux de transition écologique, le tourisme équitable et solidaire invite à prendre en compte toutes les autres dimensions du développement durable, dans toute leur complexité. La dimension économique et la dimension sociétale des activités touristiques. Le tourisme équitable et solidaire représente une alternative puissante pour apporter des réponses concrètes à ces enjeux, avec de vrais impacts sur le développement des territoires. Les différentes missions portées par notre réseau et nos partenaires depuis plus de 15 ans ont permis, en particulier et tout d'abord,
en accompagnant une demande croissante de la part des touristes, un engouement pour un tourisme plus responsable, accéléré par la pandémie. En effet, en nouant de nombreuses campagnes de sensibilisation et d'éducation des consommateurs. Ces changements de mentalité ont été renforcés par la pandémie et le tourisme durable et équitable est aujourd'hui un atout marketing pour les destinataires. En preuve, l'accompagnement par la TES de 2 régions emblématiques du tourisme français, la région Rhône-Alpes et la région Bretagne. Ensuite, de structurer la filière du tourisme équitable en France et à l'international grâce à la délivrance du label Tourisme équitable par la TES, donc par l'organisation que je préside. Et ainsi d'accompagner des acteurs innovants qui ne demandent qu'à grossir, mais qui auront besoin d'être soutenus. De renforcer la résilience du secteur face aux crises, en promouvant une vision exigeante du tourisme, en formant et en mettant en avant les entrepreneurs sociaux et les PME du secteur. Ce sont ces acteurs et leurs engagements en faveur du tourisme équitable qui forment le rôle d'entraînement du tourisme sur les autres secteurs, comme l'agriculture, les transports ou les services. Aux côtés de réseaux de professionnels comme la TES, les gouvernements et les institutions publiques au sein de l'Union européenne ont un rôle crucial à jouer pour la relance du secteur touristique. Cependant, au regard de la crise actuelle et de celle à venir, qu'il s'agisse d'enjeux climatiques, sanitaires ou encore de sécurité, et là on en mesure toute la difficulté actuellement, cette relance doit nécessairement s'accompagner d'une transformation en profondeur des modes de production et de consommation du tourisme. Comment aller de l'avant? À partir de notre expérience, aux côtés des acteurs engagés dans le tourisme durable, nous vous invitons respectueusement à considérer avec nous les actions suivantes. Promouvoir une approche globale du tourisme durable et équitable, du côté des professionnels du tourisme et des consommateurs. La prise de conscience et les actions en faveur de l'environnement ne pourront pas se faire sans prise en compte de l'impact social et sociétal du tourisme. Le deuxième rapport du GIEC l'affirme bien, il n'y aura pas de transition écologique possible sans transformation sociale ni solidarité. Il faut également soutenir financièrement les acteurs du secteur du tourisme durable à travers la mise en place de règles de marché public et d'aides financières à la reprise pour des acteurs engagés dans la transition écologique et équitable. Les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l'entrepreneuriat social du secteur touristique. Par aussi le soutien financier au réseau de professionnels dont l'action en faveur du développement du secteur et de l'information aux consommateurs est indispensable. Et vous le savez tous que créer une offre, c'est créer le besoin. Donc nous avons une responsabilité en matière de création, d'offrir une offre plus durable. Enfin, soutenir l'exigence des labels et de leur diversité et lutter contre le green et le fairwashing en mettant en place des cadres juridiques rigoureux. Nous nous réjouissons que la France porte aujourd'hui une reconnaissance publique des labels de commerce équitable, mais celle-ci doit absolument garantir l'indépendance des labels par rapport aux entreprises qui les utilisent et des dispositifs de contrôle qui garantissent la transparence des filières tout au long de la chaîne de valeur. C'est cette vision des labels de commerce équitable portée par la TES, donc nous-mêmes, mais aussi par une vision du label de commerce équitable France, porté le collectif de concertation et de représentation des acteurs français du commerce équitable dont nous sommes membres. Nous sommes prêts à construire avec les pouvoirs publics français et européens sur des actions et des solutions communes. Nous avançons déjà avec certaines régions françaises déjà citées, la Bretagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, mais aussi au niveau européen au sein de l'Organisation internationale du tourisme social ISTO, avec les acteurs italiens comme l'AITR,
espagnols comme la Fondation pour le tourisme durable ou allemands avec Tour Surf. Il s'agit aujourd'hui d'aller plus loin et de mettre en œuvre de véritables plans nationaux et européens pour accompagner les transformations nécessaires du secteur touristique pour une transition à la fois écologique, mais aussi économique et sociale, et un soutien aux nombreux acteurs, souvent de petites et moyennes entreprises, qui s'y engagent avec courage et passion. Nous invitons les pouvoirs publics et les élus français et européens à réfléchir avec nous à des actions et des solutions communes pour développer le tourisme durable et équitable sur nos territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Perrier, pour votre témoignage. Nous en arrivons au moment du débat et je cède sans plus attendre la parole aux premiers parlementaires inscrits. Madame Lucie Potukova de la République tchèque. Bonjour. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, j'aimerais également contribuer à la discussion en vous apportant mon opinion sur ce sujet. Certes, le tourisme durable peut sembler une question marginale à la lumière de la crise actuelle, mais je pense qu'il est très important de continuer à nous intéresser à tout ce qui est lié à la protection de notre héritage, de notre patrimoine culturel et de notre nature. Mais il n'y a pas que la nature à protéger. Il faut aussi protéger nos peuples, les citoyens qui vivent dans des zones périphériques, qui vivent parfois dans des parcs nationaux et dont parfois les seules sources de revenus sont liées au tourisme. Parfois, ces personnes sont la seule communauté vivant dans de telles zones, notamment dans les zones montagneuses et transfrontalières. Après le Covid-19, on peut observer beaucoup de jeunes familles qui quittent de telles zones où ils étaient responsables de petites écoles, etc. Ce sont désormais des activités qui sont vues comme étant incertaines. En même temps, pendant l'épidémie, de nombreuses personnes ont fui les villes et les grandes agglomérations pour aller rechercher un air plus pur et parfois vont essayer d'aller vivre dans des caravanes ou dans des logements autosuffisants. On a une demande de services des locaux. On est dans une situation finalement paradoxale mais intéressante où on a d'un côté des destinations touristiques qui sont complètement surfréquentées, mais beaucoup moins de personnes qui travaillent dans le domaine du tourisme. Aujourd'hui, donc, nous faisons face à deux problèmes, dépopulation et surtourisme. Laissez-moi vous donner l'exemple. Je suis maire d'un petit village au milieu d'un parc national de la République tchèque. On a la plus grande partie du parc en République tchèque et une plus petite partie en Pologne. Le parc couvre une surface à peu près assez petite. Tous les ans, des milliers de personnes passent dans ce site. Cette zone fait partie des parcs nationaux les plus visités du monde. Par comparaison, le parc du Yellowstone fait 900 km², qui est beaucoup plus petit, mais avec beaucoup moins de visites l'année dernière. Ainsi, vous le voyez, notre nature, elle paye un lourd tribut à cette popularité. Le tourisme incontrôlé a laissé des conséquences dramatiques sur des écosystèmes fragiles. Le système actuel, donc, n'est pas durable. Alors, que pouvons-nous faire? Clairement, c'est une question de long terme. Nous devrions promouvoir plus de coopération dans les régions transfrontalières, entre notamment les municipalités et les agences de protection de l'environnement qui doivent partager leurs connaissances et leurs compétences plus efficacement. Nous, qui prenons les décisions, nous, parties prenantes, devrions soutenir par exemple, soutenir le développement de la fibre optique qui peut permettre de mieux soutenir le tourisme. Nous devrions également trouver moyen de trouver des emplois pour les jeunes en basse saison. Il faut également proposer des services de transport multimodaux
plus écologique pour les visiteurs. Les visiteurs et les touristes devraient participer à cet effort, pas par des sanctions, pas par des amendes payées aux parcs nationaux, non, mais de manière positive. Il faut attirer l'attention et sensibiliser à ces sujets dès l'école élémentaire, via des séminaires également, pour les personnes plus âgées. C'est la seule manière pour nous de protéger notre patrimoine naturel, de protéger également notre économie et de rendre l'industrie du tourisme plus durable. La parole est à Monsieur Kassis Starkevicius de la Lituanie. Mesdames et messieurs, chers collègues, aujourd'hui, la planète entière est confrontée à une crise climatique. Les pays européens souffrent déjà de pertes considérables. Nous dépensons des millions pour acheter des énergies fossiles en Russie, ce qui permet de financer la guerre en Ukraine et de poursuivre des objectifs politiques qui s'opposent aux nôtres. Ceci sert également les campagnes militaires de la Russie. Tout cela entraîne une crise humanitaire considérable. Le principe de durabilité implique le respect de la vie sur Terre. C'est un principe que nous pensions évident, mais il est plus évident que jamais qu'il faut le remettre en avant. Des politiques comme le Green Deal sont aujourd'hui d'une importance considérable. Je vais vous citer quelques exemples chiffrés. Les pertes financières pour l'Union européenne dues aux événements climatiques majeurs liés au changement climatique représentent 12 milliards d'euros par an. Par ailleurs, le secteur du tourisme et les régions côtières souffrent de pertes importantes, plusieurs millions d'euros par an, du fait de la pollution par le plastique. En 2020, ce secteur a représenté 1,70% du PIB de la Lituanie. Évidemment, le secteur du tourisme en Lituanie a beaucoup souffert de la pandémie. Je suis certain que le secteur du tourisme chez nous subira des pertes encore plus importantes du fait de la guerre en Ukraine. La Lituanie va perdre plus de 45% de son activité touristique du fait de cette guerre. Je me demande qui va compenser les pertes subies dans le secteur du tourisme en Europe du fait de la guerre menée par la Russie. Le Green Deal va réduire la demande en énergie fossile, la demande européenne, donc en énergie fossile. Nous allons utiliser beaucoup moins de ces énergies à l'avenir. Le Green Deal, dans le secteur de l'énergie, va nous assurer une plus grande indépendance, ce qui va dans la bonne direction. Merci.
Chers collègues, tourisme est Chers collègues, le tourisme compte beaucoup dans notre PIB. La pandémie a obligé beaucoup d'entreprises de ce secteur chez nous à fermer leurs portes, des hôtels, des restaurants, et a été synonyme de chômage pour beaucoup de gens. Le Green Deal européen, dans certains pays, sera également très dommageable, très difficile à mettre en œuvre s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement. Le secteur du tourisme va devoir largement contribuer à sa mise en place. Mais il est important de garder les entreprises de ce secteur en vie. Ce sont les consommateurs et les voyageurs qui vont en payer le prix, je le crains. Au cours des années à venir, le tourisme va être de plus en plus réservé à des gens aisés. Pour des îles et des endroits reculés du monde comme Chypre, la situation va être compliquée. Du fait du Green Deal, les possibilités de voyager en avion, notamment, risquent d'être réduites. L'industrie du tourisme va, à n'en pas douter, souffrir. Nous serons confrontés à des coûts que d'autres régions du monde n'auront pas à supporter et donc nous deviendrons moins compétitifs. Le Green Deal, et ça c'est un point très important, doit être considéré évidemment comme une tentative de solution à un problème mondial, le changement climatique. Si on se concentre uniquement sur l'Europe, ce ne sera pas suffisant parce que l'Europe représente à peu près 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre seulement. Donc, il faut opter pour des politiques plus globales et de nouveaux modes de financement d'aide technique pour soutenir les investissements liés à la mise en œuvre du Green Deal. Enfin, nous devons poursuivre les consultations de toutes les parties prenantes. Les parlements nationaux jouent un rôle, ou plutôt ont un rôle déterminant à jouer. Et les échanges comme celui d'aujourd'hui peuvent être très fructueux. Merci. Elias Myriantous de Chypre. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, après l'invasion russe en Ukraine, les sanctions imposées et l'augmentation des prix des carburants, l'industrie européenne du tourisme va souffrir d'un nouveau choc après la pandémie. Par conséquent, il est nécessaire d'envisager l'impact socio-économique direct et immédiat que nous allons ressentir en Europe. L'impact de la pandémie et de la guerre sur nos populations et sur le secteur du tourisme va être énorme. Les crises que nous traversons vont se terminer un jour, mais le tourisme aura beaucoup souffert d'ici là. L'impact sur l'environnement est également un élément clé dans le développement du tourisme. Nous devons mettre au point des politiques pour soutenir les collectivités locales et nous assurer que l'activité touristique a un impact environnemental minime.
Nous devons essayer de réduire l'impact environnemental du tourisme en général et de faire face au changement climatique. Le soutien de l'Union européenne à la protection de nos espaces naturels est plus importante que jamais, et également aux règles de mise en œuvre des politiques de préservation de l'environnement dans le domaine touristique. Des mesures doivent être prises afin de s'assurer que l'industrie du tourisme préserve les ressources naturelles et conserve le patrimoine ainsi que les coutumes et modes de vie locaux. Il est nécessaire de développer une forme d'agrotourisme durable et de mettre l'accent sur les paysages ainsi que sur l'économie circulaire. Il faut encourager les touristes à découvrir des régions rurales. Nous devons également surveiller en permanence les conséquences pour l'environnement du développement du tourisme et mettre en pratique des mesures de préservation. Des programmes de ce genre ont déjà été conçus qui vont dans le sens des initiatives européennes. Chers collègues, l'écosystème touristique doit être préservé. Nous devons agir dans le sens de la durabilité. Je vous remercie. Collègues, la parole est à Monsieur Andrei Korobeinik de l'Estonie. Merci, Madame. Nous sommes confrontés à des défis considérables à l'heure actuelle. Il y a eu la pandémie qui a mis à mal notre économie, mais elle a commencé à se remettre. L'économie du tourisme est en train de reprendre chez nous. Toutefois, je ne pense pas que l'activité touristique va repartir aussi fort qu'elle fonctionnait il y a encore quelques années. Je pense que des formes de tourisme traditionnelles vont réapparaître, mais évidemment, beaucoup de choses dépendront de ce qui va se passer en Ukraine. En Estonie, le gouvernement soutient des fonds qui ont été consacrés pendant la pandémie au soutien de petites structures touristiques. Nous n'avons pas de villes comme Rome et Paris pour attirer les touristes. Nous avons chez nous une forme de tourisme qui est très différente de ce tourisme dans les grandes villes et qui peut tout à fait s'inscrire dans les objectifs du Green Deal. Lorsqu'on parle de vacances, il y a aussi une notion de durée qui intervient. Et cela joue dans le choix du mode de transport des voyageurs qui vont se décider pour l'avion ou d'autres fois pour le train. Du fait de la pandémie, nous sommes aperçus que nous avions en fait des joyaux touristiques dans notre arrière-pays et nous avons décidé de les ouvrir et de les faire découvrir aux visiteurs étrangers. Et ceci toujours dans une optique de préservation de l'environnement. Merci. Théo Harris de Grèce. Merci, Madame la Présidente. Pour commencer, j'aimerais partager avec vous une expérience qui date de ces derniers mois. Je suis ministre du Tourisme en Grèce et j'ai dû bien sûr faire face à la
pandémie. Merci à l'Organisation mondiale du tourisme pour les paroles qui ont été prononcées tout à l'heure. Et je dois dire que sans leur soutien, nous n'aurions pas pu récupérer dans le domaine touristique comme nous l'avons fait. Nous sommes maintenant confrontés à 3 crises. La pandémie n'est pas finie. Il y a une crise des prix au niveau mondial et puis la guerre tout près de chez nous. C'est très important de parler des leçons que nous avons tirées de tout cela. Premier point, nous ne devons pas oublier que le développement durable, c'est simplement une affaire d'environnement ou de diversité culturelle. C'est aussi une affaire économique avec une dimension sociale. Et tout cela, il faut le prendre en compte. Nous avons vu l'industrie touristique s'effondrer. L'Organisation mondiale du tourisme nous a donné des chiffres et ça a créé des situations très difficiles. Deuxième leçon, sans coopération internationale, nous ne pouvons pas récupérer et travailler dans le secteur du tourisme. C'est une affaire nationale, mais qui nécessite une coopération internationale. Nous avons réussi, avec pas mal de difficultés, à élaborer des règles communes concernant le voyage en tenant compte des exigences du Green Deal. Et c'est pour cela que l'Europe a bien mieux récupéré que n'importe quelle autre région du monde en matière de tourisme. L'Europe est la région du monde la plus développée en termes touristiques et c'est elle qui a le mieux récupéré. Il faut qu'on mette maintenant sur la table un certain nombre de choses et que l'on discute de règles, de réglementations pour le proche avenir. Des restrictions de voyage, par exemple. Nous avons très bien réussi à régler les choses pendant la pandémie et je crois qu'il faut poursuivre dans cette voie de coopération. Ensuite, il y a le caractère complexe des mesures à prendre désormais. Il faut remettre sur pied maintenant totalement le secteur du tourisme. Il faut avoir une bonne gestion de la promotion de certaines destinations et puis il faut respecter les engagements liés au développement durable et promouvoir l'adaptation stratégique du secteur en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, dont le Green Deal. Évidemment, le financement est un problème clé. Les PME ne peuvent pas toujours mettre d'argent sur la table très facilement. Donc, nous devons beaucoup plus nous soucier de la question du financement. Nous saluons les plateformes et les mesures de financement et d'aide qui ont été mises en place par l'Union européenne, mais je crois qu'il faut encore réfléchir plus avant à cette question du financement. Avant-dernier point, l'importance de l'harmonisation des données pour arriver à faire face à toutes les crises, puisque nous sommes confrontés à plusieurs crises à la fois. Nous avons besoin de plus de données et de données plus harmonisées. Et ça permettra de renforcer les efforts conjoints européens. Enfin, dernier point, chers collègues, nous avons subi une vague de crises successives qui nous a montré une chose. Le secteur du tourisme, d'un côté, est le secteur de l'économie le plus vulnérable, mais d'un autre côté, c'est celui qui est le plus important en termes sociaux dans nos économies. Des emplois en dépendent, des familles, des emplois féminins et des petites et moyennes entreprises. Et c'est plus vrai que dans n'importe quel autre secteur économique. Par conséquent, la résilience doit être au cœur de nos politiques et nous devons agir immédiatement. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Milewski Daniel pour la Pologne. Sustainable tourism. Un tourisme durable concerne l'environnement et les politiques écologiques. Le tourisme est non seulement un secteur, mais c'est aussi un mode de vie pour un grand nombre d'Européens en Pologne. Le tourisme
ne génère que quelques pourcentages de notre que quel point de pourcentage de notre PIB, ce qui veut dire qu'il y a un énorme potentiel en matière de croissance et de création d'emplois. Par ailleurs, le tourisme apporte une valeur sociale très importante. Le tourisme rassemble des personnes, connecte des personnes à des lieux et à des idées. Et je pense que le dîner d'hier soir en est la parfaite démonstration. Un grand merci d'ailleurs. Le tourisme vient célébrer le patrimoine, permet de préparer et mène les futures générations vers de nouvelles voies. C'est la raison pour laquelle nous devons soutenir le tourisme. C'est le cas, ça a été le cas pendant la pandémie de Covid-19. Nous avons mis en place des aides qui ont aidé des millions de personnes. Et nous avons également renforcé et encouragé le tourisme national. Nous avons encouragé les familles à partir en Pologne. Nous avons mis en place des programmes d'aide et nous avons pu sauver le secteur du tourisme. Mais maintenant, c'est le secteur du tourisme qui vient sauver d'autres secteurs. Au cours des dernières semaines, bien sûr, des millions d'Ukrainiens ont traversé la frontière polonaise et ont trouvé des refuges dans un grand nombre de pensions, dans un grand nombre de restaurants, dans un grand nombre de structures habituellement réservées au tourisme, et tout cela gratuitement. C'est la raison pour laquelle le tourisme joue un rôle si crucial. Je vous invite donc, en tant que partenaire européen, à travailler sur des instruments et des initiatives qui se concentrent sur le climat, sur le patrimoine, mais avant tout sur les peuples. Nous avons pu voir dernièrement que le secteur du tourisme ne se résume pas uniquement à l'idée de générer de la croissance, mais également vient soutenir nos valeurs. C'est un élément de cohésion sociale. Le tourisme, en quelques mots, eh bien, joue un rôle dans la préservation de notre mode de vie. Je vous invite donc à venir visiter la Pologne. Un grand merci. Et toujours pour la Pologne, Monsieur Rutnicki Jakub. Thank you very much. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Bien sûr, la France est un magnifique pays, mais c'est en Pologne que l'on passe les meilleures vacances. Donc, je vous invite bien sûr à venir visiter la Pologne. C'est un pays où vous aurez l'occasion d'être proche de la nature, et en ces temps difficiles après la Covid, eh bien, l'agritourisme est un segment du tourisme sur lequel nous devons nous concentrer, je pense. Et le moment est tout à fait opportun d'en parler, je pense. Le tourisme est associé à la sécurité et à la paix, mais tout change aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. L'Ukraine se bat actuellement pour son indépendance, mais lutte également pour préserver nos valeurs, notre sécurité contre l'ennemi russe. Comme on a pu le dire, plusieurs millions de réfugiés ont traversé la frontière polonaise, des femmes, des enfants. Comme on a pu le dire, des hôtels, des restaurants ouvrent leurs portes pour ces réfugiés. Nous faisons de notre mieux, même si effectivement c'est assez difficile de gérer une telle quantité de personnes, plus de 2 millions de personnes, et on en attend beaucoup plus. Il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser nos ressources en matière de logement, plus de 1 million de lits qui pourraient être mis à disposition. Mais le Parlement européen et la Commission doivent effectivement travailler pour apporter des solutions d'hébergement à ces personnes, et ce très rapidement. Je vous remercie. L'Italie, Madame Monica. L'onorevole Monica Ciaburro. Merci. La pandémie et la crise qui s'est ensuivie ont eu un impact très lourd sur le tourisme, comme vous savez, mais ils ont fait émerger de nouveaux besoins et de nouvelles tendances. Dans ce contexte, le développement des modèles de business touristique plus durables est une stratégie qui peut intercepter le changement des habitudes de voyage dans la direction d'une mobilité qui respecte davantage le climat. Il ne s'agit seulement d'actions pour
favoriser les flux touristiques, mais aussi des mesures pour relancer le développement économique et social des territoires, particulièrement les plus éloignés périphériques, comme les régions intérieures et les montagnes. Le tourisme de montagne a des retombées sur les emplois dans les territoires avec un impact fondamental sur la vie des communautés locales, mais aussi sur les paysages, dont il faut préserver la valeur culturelle, naturelle et traditionnelle. Je crois qu'un tourisme plus durable dans l'Union passe à travers la promotion du tourisme local et rural, dont l'offre devrait être diversifiée pour permettre son utilisation même hors saison. À ce propos, je crois qu'un modèle intéressant de tourisme durable pourrait profiter de la valorisation des installations à câbles, qui sont un moteur de l'économie des montagnes. Dans ce domaine, grâce à la technologie et à l'innovation, on peut affirmer un modèle de mobilité durable en visant un renforcement d'une ressource stratégique pour le tourisme en montagne, en créant aussi des communautés énergétiques. Pour valoriser ces ressources et ces potentiels énergétiques dans ces terroirs, même par des interventions ciblées de mise en sécurité, cela pourrait être intéressant pour définir des projets communs dans les régions transfrontalières par une coopération entre acteurs publics et privés et les différents niveaux institutionnels des territoires impliqués. Pour terminer, je crois qu'une coopération constante, régulière et un échange de bonnes pratiques entre les États membres sont très importantes pour définir des mesures pour un tourisme durable et respectueux de nos territoires, en tenant compte du potentiel de développement de ces secteurs dans une perspective d'avenir. Merci pour avoir choisi ce sujet et naturellement, vous êtes invité après la Pologne en Italie. Merci pour le respect du temps. Monsieur Susana Diaz pour l'Espagne. Muchas gracias. Merci infiniment. Pour l'Espagne, le défi du tourisme durable, ce n'est pas une alternative, c'est un devoir. C'est un devoir que nous avons aujourd'hui et demain. Et face à ce défi que nous sommes appelés à relever, eh bien, nous devons le relever à une période extrêmement complexe, comme l'ont dit mes collègues. Nous sommes encore dans la phase de récupération et de reprise après la pandémie et après cette invasion de l'Ukraine, dont on ne mesure pas encore totalement la portée, les répercussions, eh bien, nous réfléchissons maintenant à comment doit être ce tourisme durable. Et notre collègue grec disait qu'on ne parle pas simplement de durabilité écologique, mais également sur le plan socio-économique et territorial. Et cette préservation de l'équilibre entre le secteur économique, le secteur social, les territoire et la cohésion territoriale, mais également l'environnement. C'est ce qui inspire la stratégie 2030 de l'Espagne, qui tente également de rester fidèle aux objectifs de développement durable des Nations Unies pour l'horizon 2030. Et nous savons que ces défis seront relevés grâce à des changements permanents. Si nous continuons à faire la politique de l'autruche ou si on continue à regarder les choses comme par le passé, eh bien, c'est faux. C'est vrai qu'il y a, par exemple, Airbnb qui a vu le jour fin 2008. Ça a été un changement considérable auquel nous avons dû faire face. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que nous avons tablé sur la qualité, nous avons tablé sur le respect de la nature, sur le respect de l'environnement rural, sur l'aide des populations et des territoires. Ça implique également des emplois de qualité et ça implique également la préservation du tissu productif. C'est bien qu'aujourd'hui s'offre à nous une opportunité, et c'est que notre modèle de croissance touristique soit éminemment durable. Grâce à la croissance économique et sociale, en jouant la carte de la qualité, j'insiste, en tablant sur la transformation numérique, en préservant nos ressources naturelles et culturelles, qui sont notre patrimoine culturel, comme l'a dit le représentant de l'UNESCO, les bénéfices sociaux pour
répartition des bénéfices pour toute la société. Eh bien, sachez qu'en Espagne, nous allons également lutter contre le dépeuplement de certaines régions rurales. Et nous devons également nous adapter. Le tourisme représente 11% du PIB et nous voulons que les emplois de ce secteur soient de qualité et qu'ils permettent également d'accéder à la dignité de la personne. Merci infiniment. Et pour la Grèce, Madame Katerina Notopoulou. Merci. Le tourisme durable doit être une priorité pour l'agenda européen. Le tourisme est un secteur qui fait face à de nombreux défis. Pendant la pandémie, avec les restrictions de déplacement, le tourisme était particulièrement touché. Nous avons demandé à ce qu'un mécanisme soit mis en place pour gérer cette crise. Notre proposition a été adoptée par le biais de résolutions par le Parlement européen en 2020. Mais malheureusement, aucun pays ne peut agir seul en ce temps de crise. Un mécanisme européen de gestion de crise est absolument essentiel et impératif si nous souhaitons intégrer cette notion de durabilité, mais également apporter plus de solidarité et de cohésion au sein du secteur du tourisme. N'oublions pas que derrière ce secteur du tourisme, il se trouve des personnes. Il s'agit d'interactions humaines. Et nous devons apporter prospérité et stabilité. L'Union européenne doit apporter un soutien financier adéquat pour soutenir les entreprises et les PME du secteur du tourisme. Ce sont elles qui représentent la structure même de ce secteur du tourisme et elles ont particulièrement souffert pendant la pandémie. Et pourtant, ce secteur du tourisme représente des millions d'emplois qui aujourd'hui sont menacés, d'autant plus aujourd'hui face à la guerre qui vient dévaster l'Ukraine et l'augmentation des prix qui s'ensuit. Il est essentiel à la fois de protéger l'environnement et d'où la nécessité donc d'insister sur ce tourisme durable. Nous devons donc lancer un appel au développement du tourisme durable. Il semblerait que le capital humain soit l'essence même du secteur du tourisme et c'est la raison pour laquelle nous devons peut-être sensibiliser les acteurs du tourisme également à ce tourisme durable. Il y a plusieurs domaines qui ici reposent sur le tourisme et qui aujourd'hui font face à des difficultés à cause justement des transports, de la connectivité, de la connectivité. Et donc, nous devons aussi penser à ce que la transition soit véritablement juste pour tous. Donc, je vous propose que nos orateurs nous apportent quelques réponses aux questions évoquées dans la limite de 2 minutes chacun. Mesdames, Messieurs, j'ai été très heureux de vous entendre. Vos préoccupations sont assez unanimes. Et je voudrais quand même rappeler un droit élémentaire maintenant, c'est le droit aux vacances. C'est-à-dire que, justement, l'UNESCO a décrété que chaque citoyen devait pouvoir partir en vacances. Et on voit bien que depuis maintenant un demi-siècle, il s'est développé un tourisme de masse qu'on appelle plus vulgairement un tourisme prédateur qui a induit des conséquences à la fois sur les communautés locales, sur l'environnement et aussi en termes d'environnement et de pollution. Donc il faut que justement ce tourisme de demain il soit mieux réparti, c'est-à-dire qu'il bénéficie à plus de monde et qu'il serve surtout à maintenir des populations locales, qu'il crée de l'emploi, bien sûr, mais des emplois vraiment rémunérés, pas de l'exploitation humaine, comme on le constate trop souvent.
Et donc, il y a quand même, à mon sens, vous qui êtes des élus, vous avez une responsabilité en termes d'organisation de ce tourisme en Europe, qui aura de toute manière un avenir, parce que le tourisme, enfin le fait de partir en vacances, d'aller vers l'autre est indispensable. Ça correspond aussi à un équilibre humain que l'on ne peut pas évacuer. Mais maintenant, il faut arrêter le massacre dans lequel on est, qui consiste quand même à ce pillage que je viens de dénoncer, et instaurer des règles assez fermes et définir des labels. Alors il est vrai que ce tourisme développe beaucoup d'appétit et on voit beaucoup de plateformes, et j'ai réagi un petit peu, sur des plateformes internationales qui nous harcèlent et qui veulent prendre une marge importante Merci de conclure. Voilà, donc excusez-moi, mais je crois que ce tourisme, il doit être durable, et les propositions que nous faisons à travers notre association et le label français, qui est pour un tourisme équitable et solidaire, portent toute sa dimension. Merci. Je répondrai rapidement par 2 points. On sera très court, mais vous avez évoqué de nombreux problèmes. Tout d'abord, beaucoup d'entre vous ont souligné l'importance du tourisme local. Et la pandémie a montré que c'était un tourisme qui était un tourisme d'avenir, puisque nous avons vu revenir, durant la pandémie, dans nos hôtels, des clients que nous n'avions pas vus depuis longtemps, parce qu'ils partaient à l'étranger depuis des années, et ils ont redécouvert les joies de notre pays et de nos terroirs. Donc vraiment, je suis convaincu que le tourisme local a un avenir et il faut effectivement le promouvoir. Et le deuxième point que je voudrais adresser, c'est un point que vous avez évoqué, qui est la lutte contre le green et le fairwashing. Oui, il va falloir conclure parce que les gens vont louper leur train. Oui. Et c'est très ennuyeux. Parce que les 15 secondes. nous attendre. Merci. Oui. La lutte contre le green et le fairwashing, c'est vrai qu'il y a énormément de labels, et ce serait bien que les États et l'Europe prennent les choses en main pour que les consommateurs puissent vraiment s'y retrouver et savoir ce qu'ils achètent quand ils achètent un séjour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Barrière. Le moment est venu de conclure et je voulais vous remercier parce que vous m'avez fait l'honneur de votre présence et j'y suis très sensible. J'ai porté pendant ces 2 jours tout ce en quoi je crois, ce que je conduis pendant mon mandat, l'importance de nos interactions, l'importance de faire interagir l'échelon local, national et international. Et nos échanges ont nourri en moi cette conviction que lorsqu'on se plaint de la technostructure à Bruxelles ou dans nos différents pays, eh bien, c'est parce que le politique laisse la place à la technostructure. Eh bien, il ne tient qu'à nous, à travers toutes les thématiques abordées, de reprendre toute notre place. Et je suis certaine que nos échanges auront des conséquences concrètes pour nos concitoyens. Je vous remercie infiniment et vous propose quelques produits d'appellation d'origine protégée à emmener avec vous dans vos différents pays. Merci infiniment. Merci.